Derrière les musées, archives, bibliothèques, champs de fouilles, monuments historiques, nous vous emmenons dans les coulisses du métier comme vous l'avez probablement rarement entendu. Bienvenue dans le podcast Art à Cœur, un podcast créé par les professionnels qui soignent la culture. Chaque épisode donne la parole à un ou une professionnelle du patrimoine qui nous partage sa vision du métier. Cette saison, je serai accompagnée par des professionnels qui travaillent sur le terrain. On prend la place. Moi, c'est Siggy, ma spécialité c'est l'histoire des techniques artistiques et je tiens une chaîne YouTube sur l'histoire du patrimoine et des ateliers d'artistes. Mais dans le podcast Art à Cœur, je passe le micro à mes collègues. Sur ce, bonne écoute. Aujourd'hui, dans le podcast Art à Cœur, j'accueille Émilie Arnaud-Nguyen, qui est conservatrice-restauratrice des arts graphiques avec une spécialité dans l'analyse des papiers. Bonjour Émilie. Bonjour Ségolène. Aujourd'hui, tu vas nous parler de ta spécialité au sens large. Donc toi, tu es spécialiste de l'analyse des papiers, tout papier confondu, mais plus précisément, ton chemin, ta carrière t'a mené dans les chaînes de l'Himalaya, carrément, on peut dire ça. Est-ce que tu es déjà allée d'ailleurs là-bas ? Non, j'ai tellement de projets de voyage en Asie qu'il va falloir que je ferai un fond, une Canon Litchi, mais... Eh ben voilà, on va faire un appel, ça sert à ça aussi. Pour l'instant, j'ai tout ce qui est papier, j'ai pu le faire sur le territoire français. Tout sur le territoire français. Ouais, parce qu'on arrive à trouver des ateliers, des artistes, des artisans qui suivent en fait les mêmes procédés de fabrication. Mais oui, le projet, c'est un plan de voyage par an et pour l'Asie. D'accord. Donc il y a des fabricants en France qui reproduisent les techniques que l'on trouve là-bas. Oui. D'accord. Okay. Alors est-ce que tu veux nous emmener justement dans nous introduire en fait ton sujet, comment tu t'es lancée dans cette spécialité et précisément dans la fabrication des papiers asiatiques? Donc on va dire c'est elle qui m'est tombée dessus. Littéralement. Et c'est vrai que je suis diplômée de Paris 1, qu'on avait Claude Larocque comme professeur responsable. Et en ayant Claude Larocque, pas être bercé dans l'Asie, c'est quand même, je pense, assez compliqué. Pour le Népal, c'est vraiment au hasard de mes recherches pour mon sujet de mémoire, où j'ai trouvé cette expression papier locta. Et je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce que c'est donc que cela ? Et c'est là où j'ai vu que l'octa, c'était le nom népalais pour la fibre de Daphné, qui est utilisée pour le papier local. Donc je me suis dit, tiens, qu'est-ce que le papier népalais ? Et j'ai commencé à avoir un coup de cœur pour ce papier que nous, en tant que restaurateurs, on appellerait grossier, irrégulier, impropre à l'usage. Et c'est cet aspect qui m'a intéressée et interpellée, où je me suis dit, mais avant de le fiche en l'air, on va essayer de voir un petit peu son histoire. Comment est arrivée la fabrication du papier au Népal-Tibet ? Pourquoi il est différent de ces autres papiers qu'on va pouvoir trouver en Chine, au Japon, en Corée ? Et qu'est-ce qui fait sa spécificité ? Parce que si on précise en conservation-restauration des arts graphiques, alors c'est drôle parce que c'est donc ma spécialité aussi, mais il y a autant de pratiques que de professionnels et je ne connais pas du tout ta discipline, mais on pourrait dire en tout cas que pour les œuvres d'art occidentales comme orientales, on a pris l'habitude d'utiliser des papiers asiatiques pour leurs propriétés intéressantes. Et toi, tu es déjà en train de nous dire que tu t'es intéressée au papier népalais et que ce dernier serait mal considéré en fait parmi notre sélection de papiers un peu... Tout à fait, pour plusieurs raisons. C'est vrai que ce qu'on va chercher à avoir en restauration, c'est une uniformité du traitement, ce qui est tout à fait normal, comme d'ailleurs toute pratique scientifique. Il faut qu'on puisse avoir une répétabilité du procédé de restauration. On utilise principalement des papiers chinois, un peu coréens et papier japonais, et un peu coréens et chinois, vont avoir des fibres généralement longues, sont extrêmement réguliers, d'autant plus que maintenant on a de plus en plus des papiers machines qui font que lorsqu'on va les humidifier, ils vont s'étendre de manière régulière, ils vont adhérer de manière régulière à l'œuvre en fait qu'on veut consolider. Ce qui les rend très pratiques puisqu'on a une prédictibilité du traitement qu'on va faire.
Le papier népalais, il va comprendre de nombreuses irrégularités, des amas de fibres, des morceaux d'écorce. Et le type de fibre utilisée aussi, tout ça, ça fait qu'on a des papiers qui frisent, des papiers qui vont pas s'étendre de la même façon régulièrement partout, et que ça complique son utilisation en restauration. Pourquoi il frise? Alors déjà, comment ça friser? Tu peux nous décrire à quoi ça ressemble un papier qui frise? En fait, c'est comme un gondolement, mais très accentué. Donc plein de petits gondolements qui vont apparaître. Et cette propriété, elle vient de la fibre utilisée dans sa fabrication. Donc cette fameuse Daphné, c'est un arbuste qui est de la famille des Timelaceae, qui est la même famille qu'un papier japonais qu'on appelle Gampi, qui est très connu pour son aspect jaune et ce qu'on va appeler son sonnant, puisque c'est des papiers qui, un peu comme le papier de soie, va faire un petit bruit un peu sonnant à l'oreille. Oui. Ouais. Ah, c'est pas forcément... Je pensais plutôt à du claquant, mais c'est pas forcément ça. Oui, ou claquant, c'est un petit... un tintement, ça peut paraître bizarre, mais oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce froussement, on peut dire, du papier de soie, oui, c'est ça. Il va avoir ce même bruit, puisque c'est de la même famille, et donc ils ont cette propriété d'être très riches en pectine. La pectine qui est un sucre qui va avoir pour effet d'avoir un papier, donc avoir tendance à être jaune, mais aussi un papier qui est moins poreux, qui va moins absorber l'encre que les papiers traditionnels qu'on va retrouver en Asie. Donc la pectine, c'est comme le sucre naturel dans les confitures et tout ça. Quand il se dégrade, oui, c'est de la famille des sucres. Donc contrairement au papier occidental, tu nous dis que c'est cette pectine intégrée qui rend l'écriture plus facile car c'est plus lisse, moins absorbant, c'est ça? Effectivement, les papiers au Tibet et au Népal n'ont pas besoin d'être encollés, puisque un papier, si un papier buvard en fait de base, si on écrit dessus, l'encre va se diffuser et le texte devient peu lisible. On n'a pas cette problématique avec ces papiers-là, d'autant plus que les encres sont très denses, épaisses, puisqu'ils écrivent avec un calame, donc avec un petit morceau de bois taillé. Donc généralement, c'est des papiers, une fois qu'ils sont faits, ils vont être polis, donc avec un outil lisse, et écrits directement à la suite. Alors que dans les papiers occidentaux, on les plonge dans des colles, plutôt animales, pour les rendre réceptifs à l'écriture et que ça fuse pas comme un buvard, comme tu disais. Donc là, pas besoin, c'est un peu intégré tout à fait. Ok. Donc c'est un avantage, ça oui, mais pas forcément avantageux pour la restauration. Pourquoi? Pour la restauration, la problématique qu'on va rencontrer en tant que restaurateur, on se dit les encres utilisées en Asie, c'est des encres au carbone. Donc ça va être soit on récolte de la suie, donc on fait la combustion du bois, ou d'une bougie, on va récupérer le noir de fumée qu'on va mélanger avec un liant animal. Et c'est des encres qui sont très stables. Donc elles sont insolubles à l'eau. Sur les papiers népalais et tibétains, si vous humidifiez le papier, vous avez l'impression que l'encre ne bouge pas. S'il y a un frottement, vous avez l'encre qui part avec. Ça glisse? Ouais. D'accord. Un peu comme le parchemin. Comme sur un film donc de sucre, en fait, de pectine, et oui, comme sur le parchemin. Et en fait, ouais. Donc si on touche pas, ça va, mais dès qu'il y a un frottement, l'encre, elle part. Ouais. Et en plus, tu disais que c'est très poli. Donc on peut presque imaginer, pour caricaturer, une plaque de verre, quoi. Enfin voilà, la matière tient pas très bien, quoi. Donc il faut que ce soit des climats secs, j'imagine, justement. Oui, alors c'est l'avantage. Alors le Tibet ou le Népal, ils sont séparés en deux. Tout ce qui est nord, ça longe l'Himalaya, donc c'est plutôt sec. Au sud, c'est plus tropical, parce que c'est ce qui est proche de l'Inde. Mais il est vrai qu'ils ont quand même des problématiques de conservation Comme partout. Comme partout, oui. Mais est-ce que les encres, du coup, ont tendance à fuser dans cette région plus tropicale? Sur les papiers anciens que j'ai vus, j'ai pas vu... Alors, on va dire que oui, non, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de traces, mais ça, je pense qu'il y a aussi une pratique du scribe. Et on retrouve souvent on voit qu'il n'a pas fait attention et on a ces frottements, en fait. On voit que l'encre, elle a été frottée parce qu'il a trop approché sa main en écrivant. Mais c'est au moment de la création. Ouais. Une fois que c'est sec, ça bouge quand même pas tant ça. Non. Mais peut-être au moment de la restauration, on utilise parfois de l'eau. Si on met de l'eau. C'est-à-dire que si, au gommage, moi, j'ai jamais eu de soucis. Mais si on humidifie, oui, c'est très vite, ça repart. Ouais. Tu dois avoir d'autres problématiques du coup, parce que si c'est très lissé, etc., tu dois avoir une surface justement qu'il ne faut pas trop gratter, etc., sinon tu changes l'aspect. Alors, c'est pareil, le gommage, il ne faut pas y aller trop fort parce qu'on va avoir cette même impression que, comme c'est quasiment pas encollé, voire pas du tout, ça reste très fibreux. Donc, comme ça a été poli, on a cette impression de quelque chose de très lisse, donc de dense.
Parce que oui, le fait de polir, ça va fermer les pores, mais il suffit, si on passe avec une gomme qu'on frotte trop, c'est abrasif et on a des petits amas de fibres qui partent avec. Et là où c'est intéressant, c'est-à-dire que si on connaît le procédé de fabrication, on peut faire ça crée un lien de cause à effet. Entre, oui, j'ai cet effet-là, ou ça produit cet effet-là parce que le papier est fabriqué comme ça, parce que c'est tel type de fibre. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir toute l'histoire d'un matériau. D'où le fait d'analyser son papier Oui, tout à fait. et de bien le connaître, parce qu'un papier n'est pas égal à tous les papiers. Il y a énormément de papiers différents, et donc ça évolue selon le processus de fabrication. Oui. Quel est-il dans ces régions? Donc tout ce qui est... Alors, ça va comprendre ce qu'on appelle une formulation qui est le papier himalayen. Donc c'est cette production papetière des régions qui bordent l'Himalaya. Donc on va retrouver effectivement le Népal, le Tibet, mais également le Bhoutan, le Sikkim et le nord de l'Inde. Que des mots qui sont complètement étrangers. Très lointains. Très loin. Ouais. D'où ma liste. Effectivement, on va retrouver les mêmes procédés de fabrication et les mêmes fibres en fait. Donc ce qui l'un dans l'autre fait sens. Pour un petit peu d'histoire, le papier le plus ancien de la région, c'est Népal, c'est le XIe siècle, mais on ne sait pas précisément quand la fabrication du papier est arrivée. Il y a toujours ces très jolies histoires de princesses chinoises mariées au roi ou à l'empereur local qui a apporté avec elle la civilisation, donc le papier et l'encre et l'écriture. C'est très joli, je suis très sceptique et je ne suis pas la seule à ces histoires-là, mais toujours est-il que le Népal, on sait, le texte le plus ancien, c'est le XIe siècle. On n'est pas très loin de la route de la soie qui traverse la Chine, l'Asie centrale, et elle arrive ensuite Tibet, Népal, et elle descend jusque l'Inde. Pour information, la route de la soie, elle prend le nom Népal au Tibet de Kali Gandaki, puisque ça traverse la rivière Kali Gandaki. Il y a des tronçons en fait qui ont des noms sur la route de la soie. Différents, ouais. Et tout ce qui est Népal, Tibet... Kali comme calligraphie ou pas du tout? Désolée. Ou comme la déesse. J'ai espéré. Et donc les procédés de fabrication, on n'a pas de traces de fabrication à partir de textiles recyclés comme on va avoir le reste de l'Asie. On passe directement avec des fibres fraîches, donc qui sont extraites principalement de Daphné, mais on va trouver d'autres arbustes comme l'Edgeworthia et plus couramment dans les plus hautes altitudes, au-dessus de 2000 mètres, la Stellera. La Stellera, c'est intéressant parce que c'est la seule plante où on va tirer les fibres de ses racines. Parce que c'est des tout petits arbustes qui doivent faire 15-20 cm maximum de hauteur. Et donc là, ils arrachent tout et ils prennent que les fibres des racines. De ce fait-là, le peu de quantité de fibres fait que c'est utilisé principalement en mélange, mais pas en matière principale. Et là, c'est une famille un peu différente. On va arracher des petites branches, des arbustes, on va l'écorcer, c'est-à-dire qu'on va séparer l'écorce du tronc. Cette écorce, elle est composée de 3 couches. L'écorce externe, donc cette écorce brune qu'on voit à l'extérieur des arbres, l'écorce blanche au centre, et l'écorce verte, c'est celle qui touche le cambium, donc le tronc. On sépare ces 3 couches et on va garder que l'écorce centrale, qui est l'écorce blanche, qui comprend ce qu'on nomme le libère ou le phloème, d'où le nom qu'on va souvent retrouver de fibres libériennes. Une fois que donc ça, c'est fait directement. Dans d'autres pays, il y a des étapes intermédiaires, Népal et Tibet, des fois même sur place, en fait. On arrache la branche, on écorce et on ramène que l'écorce. Ça peut être fait par le papetier ou par des populations qui vont écorcer puis vendre l'écorce au papetier. Une fois qu'il a ces fibres-là, elles peuvent soit être mises à sécher en attendant la saison de la fabrication du papier, ou directement passer en cuisson dans une lessive alcaline. Donc la lessive alcaline, c'est de l'eau qu'on va faire traverser dans un petit panier rempli de cendres de bois, cendres de cuisson. Et donc cette lessive va permettre de faire gonfler les fibres et de commencer à éliminer les éléments qui maintiennent les fibres entre elles, entre autres les hémicelluloses, les pectines, mais on peut aussi trouver des cires et différentes résines. Et donc la cuisson, elle dure 2 à 3 heures. Il peut y avoir 1 ou 2 cuissons avec un rinçage entre les deux. Une fois la cuisson terminée, on rince les fibres dans l'eau claire et on passe au battage. Donc le battage, c'est vraiment l'objectif de séparer les fibres les unes des autres, de les uniformiser afin d'avoir une feuille de papier la plus régulière possible, avec une distribution très régulière. Bon,
plus la cuisson est longue, plus j'élimine les éléments qui maintiennent les fibres entre elles, plus ce procédé de battage va être efficace. La cuisson étant très très courte, il faut savoir qu'une cuisson, elle peut aller jusqu'à 2 à 3 jours dans certaines régions. Et ça, c'est court, du coup. Ouais, 2-3 heures, c'est très court. Tu peux me donner un exemple plus long pour une cuisson dans une autre région, par exemple, en Chine, au Japon? Alors, je sais qu'en Chine, moi, j'avais lu que ça peut aller jusqu'à 10 ou 12 heures, donc ça peut vraiment être très très long. Des fois, ils vont laisser macérer une nuit entière, même avant de procéder à la cuisson. Bon, après, il y a des produits des fois plus forts qui vont être utilisés, mais sur de la lessive de cendre, c'est vrai que c'est très très court. Et une fois que cette cuisson est faite, donc il y a un battage. Donc là, c'est pareil, le battage, en théorie, pour avoir des fibres bien séparées, on a une cuisson longue, un battage court, puisque en fait, les éléments qui maintiennent les fibres entre elles étant principalement éliminés, le battage va se faire plus facilement. Bon, effectivement, là, le battage devrait être plus long. Mais il faut que on me rappelle sur la vidéo, mais c'est pareil, en 1 heure, elle a fini de battre ses fibres. Ils accélèrent un petit peu tout, justement. Oui. Et donc, c'est ça qui va faire que le papier est d'un peu plus faible qualité, etc. Alors, en fait, les fibres étant peu séparées les unes des autres, on va avoir un papier très irrégulier. D'accord. Souvent, on trouve le terme de nuageux, parce que quand on regarde le papier par transparence, on va avoir c'est vraiment ces amas de fibres qui vont créer comme des nuages au sein de la feuille de papier. C'est très irrégulier, en fait. Et comme, en fait, il n'y a pas d'élimination des impuretés, toutes les impuretés de l'écorce, parce que quand ils vont séparer les écorces, il y a toujours de l'écorce brune qui va rester attachée à l'écorce blanche. À savoir que plus le climat est chaud et humide, plus cette séparation d'écorce est difficile. On va vraiment avoir un amalgame de ces 3 couches qui va nécessiter encore plus d'attention produit à cette étape, étant donné qu'il n'y a pas d'attention du tout portée à cette étape. Forcément, ce qui va être typique dans ces papiers tibéto-népalais, c'est ces écorces et ces impuretés. Et donc ensuite, donc on répète un petit peu la papeterie classique, on a un peu le même processus, on va récolter cette fibre dans un tamis, dans de l'eau, c'est ça? Oui, donc typiquement au Népal et au Tibet, si vous regardez les vidéos sur YouTube, c'est très rare de les voir parce que maintenant ça disparaît de plus en plus par manque de rentabilité. Mais en tout cas, traditionnellement, c'est une forme qu'on appelle flottante. Donc la forme flottante, c'est un cadre de bois sur lequel on a fixé un textile. Peu importe, le matériau, ça n'a aucune importance. Maintenant, ils utilisent des textiles synthétiques. Avant, c'est ce qu'ils avaient sous la main. Parfois, des textiles avec des réparations. Donc, en transparence, ça se voit. Sur le papier, sur la feuille finale, on voit les marques de réparation. Oui, de réparation du textile. Donc, ils vont avoir un outil un peu de référence pour la quantité de pâte à papier dont ils ont besoin pour une feuille. Donc, cet outil va varier. Enfin, en tout cas, ça peut être une louche, un récipient quelconque, va être adapté à la dimension de la forme. Ils vont récolter, donc ils vont mettre toutes ces fibres battues dans de l'eau. Ils vont, au Népal, ils utilisent une baratte à beurre, donc ils vont un peu mélanger cela et mettre une quantité de... Donc ma forme flottante, elle est laissée en flottaison. Soit il y a un courant d'eau claire où ils vont en fait détourner un peu le courant d'eau pour créer une cuve en profondeur remplie d'eau. Donc ma forme, elle est laissée en flottaison. Il y a toujours un petit peu d'eau qui va dépasser du textile. Et ils vont mettre la quantité de pâte à papier dont ils ont besoin. Et ensuite, les fibres, elles sont dispersées à la main, généralement des mouvements circulaires. Et donc, si vous achetez un papier tibétain ou népalais dit artisanal, je vous invite à le mettre en transparence. Et vous allez voir, si c'est vrai, vous avez vraiment des arcs de cercle qui apparaissent par transparence avec des amas de fibres, en fait. Et ça, c'est le mouvement du papetier. Il faut imaginer un orpailleur dans la rivière, en fait. Ouais. C'est ça le geste. On a le tamis et on l'agite en cercle à flottaison d'eau. C'est ça que tu dis quand c'est flottant. Oui. Et ça répartit... pour répartir les fibres, oui. Et après, on redresse, ça s'égoutte et on fait sécher. Oui, il laisse un peu égoutter. Voilà, ils sortent le tamis de l'eau, ils laissent l'eau s'égoutter quelques minutes et ensuite c'est posé en plan incliné à sécher. Normalement, à mi-séchage, c'est censé être retourné de manière... Parce que quand vous allez mettre à sécher, sinon les fibres vont avoir tendance à descendre. Et donc, un amas de fibres va se produire d'un côté par rapport à l'autre. Ils ne le font pas toujours. Mais c'est laissé à sécher au soleil ou alors autour d'un feu. Et il y a un papier qui est produit dans l'Himalaya et ils appellent ça le snowflake paper. Et ça, si un jour on le trouve, en fait, c'est un papier qui est fait vraiment dans les montagnes à très haute altitude et qui est laissé toute une nuit à sécher, ce qui fait que l'eau contenue dans les fibres encore va cristalliser
Et par transparence, une fois sèche, on voit les petits cristaux de glace en fait qui sont imprimés dans la forme. Donc snowflake, flocon. Ouais. Voilà. C'est poétique comme c'est en montagne. Ouais, et tout, ça, alors, je l'ai lu une fois, je sais plus où. J'arrive pas à trouver ce papier, je dois bien exister. D'où nos nécessités de voyager. Donc, si quelqu'un avant de ces papiers, on te contacte. Ouais, mais okay. J'avais lu ça quelque part et j'ai pas trouvé. Donc là, tu nous as parlé de la fabrication de ces papiers que toi, tu vas étudier. Parce que, pour rappel, tu es conservatrice, restauratrice, pas seulement historienne, mais c'est bien de montrer justement toute cette connaissance des matériaux qui permet de mieux comprendre ton œuvre et donc de la traiter. Et toi, tu as poussé vraiment la recherche assez loin parce que tu te spécialises vraiment dans la matérialité du papier, donc sa constitution, comment il se dégrade, mais aussi, de ce que j'ai compris, tu t'intéresses même à l'histoire des matériaux qui dégradent ce papier. Donc l'interaction. Alors c'est un peu de tout, c'est ce qu'on fait dans tous les cas dans nos métiers, mais on n'en fait pas forcément un arc de recherche à part entière. On n'a pas toujours le temps, l'occasion. Toi, tu as eu la possibilité, à la suite de tes études, de faire une thèse et de poursuivre, parce que donc, ça, c'était ton mémoire de fin d'études, la question de la fabrication des papiers népalais, les reconnaître, etc. Et ensuite, tu as eu l'occasion de poursuivre avec une thèse. Je veux bien que tu nous expliques ce sujet-là. Oui, donc j'ai eu la chance d'avoir un financement, ce qui est très rare pour 3 ans, pour réaliser une thèse sur l'étude. Alors, initialement, c'était l'analyse de papier, donc macroscopie et microscopie, écrit en tocarien. Donc le tocarien, c'est la langue d'une cité oasis qui s'appelle Kutcha, qui se trouve dans le versant nord de la route de la soie, dans le Xinjiang actuel. Donc c'est là où désormais il y a le peuple ouïghour. Et donc cette population a produit de nombreux écrits qui ont été retrouvés au début du XXe siècle. Les documents datent du 5e jusqu'au 9e siècle. Donc c'était une population qui a aujourd'hui disparu, oui, tout à fait, mais qui est implantée très anciennement dans la région. Et donc il y avait des écrits, tu dis, du 5e au 9e siècle. 9e siècle. Et ils disparaissent à partir de quand environ ? Alors, en fait, c'est les invasions de l'islam, donc de populations turcophones qui commencent au Xe siècle, avec de nombreuses persécutions qui font que les populations s'en vont, que les monastères ferment, et au XIe siècle, il n'y a plus rien. D'accord. Donc des manuscrits de cette époque, on en a ? Alors, on a énormément de fragments. Les plus grosses collections, c'est la Bibliothèque nationale de France, la British Library et la Staatsbibliothek à Berlin. C'est vraiment les 3 institutions principales. Donc le projet initial, c'était d'analyser ces papiers en macroscopie, donc de voir si on a des traces de cette forme, de cet outil de formation de la feuille, et ensuite des microscopies pour voir si au fil des siècles, on a vu une évolution des matériaux. Donc moi, mon corpus en macroscopie, j'avais 432 documents. Ça pouvait être de 3 cm, le plus grand, il fait 2,50 m de long. Donc d'accord, c'est mieux. Il y a des choses plus grandes. De la même feuille de papier, enfin, pas la même feuille, mais même production. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est plusieurs feuilles collées les unes aux autres. Oui, ben, peut-être. Mais bon, en tout cas, il n'y avait pas de différence sur le même rouleau. Et en fait, en ouvrant les pochettes au fur et à mesure, il y a des choses un petit peu bizarres qui se sont présentées, avec donc beaucoup de documents ont été incendiés puisque les monastères ont été brûlés puis mis à sac. Donc, puis doublé sur de la cartado, enfin des papiers très très rigides. C'est moderne, hein, le doublage, c'est de la restauration hyper récente, 20e plutôt. Oui, début 20e. D'accord. Juste quand est-ce qu'on découvre ces fragments et dans quel contexte ? Alors, ça c'est très intéressant. On résume un petit peu. Mais... Oui. Il faut savoir que, donc, comme je le disais, les invasions turcophones de l'islam commencent au Xe siècle, puis s'installent les populations ouïghours. Donc, pour les historiens du XXe siècle, du monde moderne, on va dire, fin 19e, début 20e, c'est une région islamique qui a toujours été islamique. Peu d'intérêt. Les archéologues, ils étaient occupés en Égypte, en Grèce, c'est vachement plus intéressant. Et alors, il faut savoir que cette région également crée des tensions entre les Russes et les Anglais qui chacun voulait un peu s'approprier le territoire. C'était l'époque coloniale. Donc, il y avait des voyageurs explorateurs / bizarrement ils étaient gradés de l'armée militaire. Avec des grands guillemets, donc. Voilà. Pas pour les gradés de l'armée, mais pour les... puisque notre personnage intéressant, c'est le lieutenant Hamilton Bower de l'armée britannique installée en Inde. Donc il est explorateur, mais quand même, sur les photos en Asie centrale, il est en tenue militaire. Donc on peut supposer qu'il ne venait pas que pour des raisons d'exploration. Il y avait vraiment chacun s'espionnait de manière plus ou moins discrète. Bref, donc ce lieutenant Hamilton Bower,
il ramène un manuscrit qu'il a acheté aux environs de Kutcha, écrit, alors pour lui une écriture indienne, mais il ne sait pas laquelle. Et là, badaboum, dans le monde indiano-bouddhiste, plus ancien document écrit en Kharoshthi, donc une langue ancienne, datée du 5e siècle. On n'a jamais vu ça, ciel, bouddhiste en plus. Donc il y a eu une vie bouddhique dans ces régions avant. Attends, c'est le plus ancien trouvé à ce jour. Ouais. Le gars, il était quand même connaisseur, il avait de l'intuition, non, c'est en fait, un hasard. Pas du tout. Les locaux savaient qu'il y avait des ruines en fait bouddhistes, qu'il y avait ce qu'on appelle des stupas ou des chortens, qui sont des mini-temples où on va mettre des reliques à l'intérieur. Donc il y a des manuscrits, il peut y avoir pas mal, des statuettes, d'autres choses à l'intérieur. Et donc les locaux connaissent ça et ils se disent tiens, bon, ces Occidentaux, ils sont un peu bizarres, ils aiment bien les vieux trucs, on va leur trouver quelque chose à leur vendre. Parce que c'était vraiment ça l'idée à cette époque-là. Ça ne veut plus rien dire pour eux à ce moment-là. Plus du tout. Et donc, ils vendent ça, puis le lieutenant, il se dit tiens, je comprends pas, je vais ramener ça, il y a des chercheurs, ça va forcément intéresser. Chance. Ça, c'est ce qu'on appelle gagner au loto. Oui, mais il y a eu une conférence spéciale l'année suivante, c'était en fin du 19e, une grande conférence où le document est présenté, et donc là, ils se disent faut qu'on ait fouillé, faut qu'on organise des fouilles. Entre-temps, il y a un explorateur, lui purement explorateur, Sven Hedin, qui se dit tiens, moi, au lieu de faire la route de la soie d'est en est, parce que c'est ce qui se faisait, je vais faire du nord au sud, à savoir que du nord au sud, cette région c'est désertique, c'est le désert du Taklamakan, qui est encore considéré comme le désert le plus dangereux du monde, parce que outre le fait qu'il n'y ait pas d'eau, ni d'oasis entre les deux, il y a énormément de tempêtes, de sable, puis tout bouge en fait, comme il y a beaucoup de vent violent. Donc ils partent à 15, ils reviennent à 2, lui il survit avec un de ses caravaniers, et il a aperçu, il a dit on voit qu'il y a des temples. Alors évidemment, comme le sable bouge, les choses apparaissent et disparaissent, mais il s'est douté qu'il y avait quelque chose. À ce moment-là, l'Angleterre, c'est la première, ils débloquent des fonds, comme en plus ils sont en Inde, l'Inde c'est quand même plus proche que la France, et ils envoient Orelstein pour fouiller. Lui, il a vraiment un boulevard devant lui, parce qu'il peut fouiller partout où il veut, donc il commence à essayer de retrouver des ruines de ci, de là, en fonction des anciennes cités oasis. On a maintenant des populations turcophones, le territoire est revendiqué par les Chinois. Il faut savoir qu'on a retrouvé des momies datant de l'époque d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand a été jusque-là. C'est des blonds aux yeux bleus qui font 1m70 de haut. Les locaux. Donc, oui, les locaux. Donc, il y a toute cette question. En fait, initialement, ces populations étaient des populations indo-européennes avec des langues, en fait, même si le tokarien... Je ne le comprends pas, c'est des langues indo-européennes, donc qui font partie vraiment d'un groupe de langues plus ancien et intégrés à nos langues actuelles. Orelstein, c'est le premier à fouiller, il ramène énormément de choses, des manuscrits, des statues, plein de choses. Donc là, l'Allemagne, pouf, tout de suite, il se lance dedans. La Russie en même temps. Il savait déjà que c'était des populations blondes aux yeux bleus et grands. Non, il l'a découvert après. Précise justement pour qu'on voit au niveau historique. Il y a eu des questions, parce que, dans le bouddhisme, il va y avoir les temples, donc les monastères, on va prier, mais il y a aussi beaucoup de caves temples, en fait, des grottes qui sont utilisées comme des temples, et donc elles sont ornées de nombreuses peintures murales, et dans ces peintures murales, généralement sont représentés les donateurs qui ont financé, et certains donateurs sont roux, avec pas du tout des traits. Alors évidemment, c'est pas figuré comme un Botticelli, on n'a pas quelque chose, mais on voit que les traits, on voit la différence de traits qui est portée entre les donateurs locaux et les Chinois, et cette rousseur en fait qui fait dire que il y avait effectivement. C'est un étranger, c'est pas stylisé, mais on voit que qu'il y a une différence qui est faite entre les Chinois et les locaux. Votre sainteté. T'es jaune. Tout jaune. T'es jaune. Et donc les Russes s'y mettent évidemment à fouiller. Alors les Français, bon dernier. Ils n'ont pas de colonie trop proche, je crois pas. Donc, non, c'était plus compliqué. Et puis il fallait trouver des sous et fallait trouver qui. On a certaines descriptions des Allemands qui rencontrent les Russes, et puis chacun la fusille en disant non mais ça, le fusil à la main en fait, en disant mais ça c'est le site que moi je fouille, donc vous partez. Donc, et puis il y avait vraiment cette au-delà, c'était même plus l'archéologie qui était en soi, c'était le pays, la nation. On est quand même, à ce moment-là, on arrive premier quart, même premier tiers du XXe siècle. La Seconde Guerre mondiale se profile et les tensions internationales se ressentent aussi sur le terrain de fouilles. Et on a vraiment la nation qui sera la plus forte, qui ramènera le plus de matériaux.
Et les historiens à l'époque, précision, sont vraiment dans une quête de rechercher à faire remonter les origines de leur propre civilisation le plus haut possible. Oui, Il y a cette course à trouver justement le document qui prouvera que on est les premiers. Et puis il y a, alors il faut aussi avoir conscience que les locaux n'étaient pas super bien perçus ni traités. Bon, ça après c'est un autre débat. Ou pas. Oui, on peut dire ça. Ou pas. Et donc Paul Pelliot, lui, il part en 1906. Donc tu as introduit un nouveau explorateur. Oui, l'explorateur, donc Paul Pelliot, c'est donc le poulain français pour mener cette exploration-là. Il est sinologue. Il a été choisi, pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui... Alors, c'est quelqu'un de très intelligent. Enfin, il parle je ne sais plus combien de langues. Il arrive dans un pays, il dit je vais avoir quelques bribes de la langue. Il maîtrise la langue en 2 semaines. Enfin, c'est juste incroyable. C'est vraiment quelqu'un de compétent. Et étant sinologue, il y a aussi cette idée que cette région est quand même, à cette époque, à moitié gouvernée par des gouverneurs chinois. Donc c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui quand même maîtrise un minimum, non seulement la langue, mais aussi la culture. Sinologue veut dire qui parle couramment le chinois. C'est quelqu'un qui s'est fait très remarquer lors de la révolte des Boxers. Donc la révolte des Boxers, c'est la révolte en fait de Chinois contre les quartiers occidentaux de l'époque. Donc il est vu en plus comme impétueux, courageux. Enfin voilà, c'est des régions un petit peu arides et un peu dures. Donc il fallait quand même quelqu'un d'assez dynamique et courageux. Il emmène avec lui un de ses amis, Charles Nouette, qui est médecin et qui devra faire les photographies, et Paul Vaillant, qui lui est chargé aussi de tout ce qui est photo et puis tout ce qui est... Parce que quand ils y vont, en fait, il y a vraiment, au-delà de la pure fouille archéologique, ils ramènent des spécimens de botanique, des spécimens d'animaux, ils essayent de faire des relevés pour avoir des cartes, c'est une région qui est totalement inconnue. Donc il y a tout un travail scientifique qui tourne autour. Il s'alloue également l'aide de 2 Cosaques pour le protéger, parce que c'est des régions qui étaient dangereuses, typiquement. Et puis là, on voit qu'il y a des conflits, des enjeux... Oui, internes. Il y a des chercheurs qui sont morts, en fait, qui se sont fait assassiner par des populations locales. Bon, il y a quand même un danger réel et certain. Voire par des missions peut-être de fouille. Alors, je dis pas assassiner, peut-être pas, mais en tout cas, l'hostilité vient de partout, il faut être vaillant. Oui, donc voilà, c'est quelqu'un qui avait de nombreuses qualités, outre son savoir scientifique. Et donc lui, il part avec pour mission de fouiller. Donc il s'organise au fur et à mesure et ils arrivent par la Russie. Et il commence la première fouille, donc c'est Koucha. Donc il commence par l'ouest et il remonte l'est et les fouilles. Donc ils fouillent en dernière fois, ils arrivent à Dunhuang. Donc Dunhuang qui est très connu par les asiatisants, on va dire, et les chercheurs. Dès qu'on s'intéresse aux manuscrits d'Asie et Chine, on connaît Dunhuang. Donc c'est une ancienne cité oasis. On va dire qui est très chinoise parce qu'elle fait partie de l'Asie centrale d'un point de vue géographique, mais historiquement parlant, on ne trouve même pas d'antériorité archéologique aux Chinois. Donc on sait que les Chinois, très très tôt, ils se sont emparés de cette cité-là. Elle est très connue parce qu'elle comprend de nombreuses grottes bouddhistes avec des statues, des peintures murales. Et dans une de ces grottes qui était verrouillée, a été trouvée une bibliothèque. Donc une bibliothèque qui comprend, alors je ne sais plus combien de dizaines de milliers de manuscrits, de dates extrêmement vastes, donc ça s'arrête au XIe siècle, et écrit en toutes les langues locales. On va trouver effectivement du chinois, mais également du tokarien, du sogdien, du népalais, du tibétain. Enfin, c'est incroyable. Une espèce de banque de manuscrits. Ah, et donc, qu'est-ce qu'il fait Pellios avec ce fonds une fois donc, quand il découvre cette bibliothèque, parce que Orelstein est le premier à découvrir, mais Orelstein est un explorateur. Orelstein n'a pas de connaissances linguistiques, donc il ouvre des manuscrits, il prend au hasard. Parfois, il a beaucoup de chance. Et en fait, la British Library, en fait, c'est très amusant quand vous regardez, enfin amusant ou pas, mais la British Library est l'institution qui a le plus de manuscrits de Dunhuang, mais avec le moins de variété. C'est-à-dire qu'il va prendre le même manuscrit en 10 exemplaires. Que la Bibliothèque nationale, on en a moins, mais on a une richesse au niveau des manuscrits, puisque, alors il y a cette photo, je ne pense pas que ce soit vrai qu'il ait fait ça, où il étudie les manuscrits avec une bougie à l'intérieur de la bibliothèque.
Donc je pense que c'est pour la mise en scène, parce Peut-être. qu'une bougie dans une bibliothèque ancienne, on se dit Ah, à l'époque, quand même. ouais. On n'est pas très loin d'Indiana Jones, hein, Oui, quand même. Hein. mais bon, je pense que c'est une mise en scène et C'est qu'il les a possible. sortis pour Oui. les lire. En tout cas, étant à même de les comprendre, il a pu faire un choix judicieux. Peut-être à la bougie présélection déjà, rapide, et ensuite en effet une sélection Oui, il a raisonnée. sélectionné les manuscrits qu'il voulait, et il a fini par Pékin où il a acheté quelques livres, et il est retourné ensuite directement en France avec toute son équipe. Malheureusement, d'après ce qu'il écrit, en bonne santé, sans avoir rencontré aucune difficulté, ni avoir mis sa vie en danger. Il semblait Quel très dommage. triste. Ouais, Oui. bah ouais, franchement, pas très héroïque. Pas Non, il y terrible. a eu quelques maladies, mais rien de grave. Oh. C'est un peu ça. D'accord. Et donc ce fonds qui est ramené, il est en France maintenant? Il est où ce fonds? Le fonds, il a été rapporté en France. Les caisses sont arrivées par train. Alors, je ne sais pas comment ils ont transporté, parce qu'au départ, eux, ils ont traversé toute l'Asie et la Russie en train, et apparemment les caisses aussi. Donc les caisses arrivaient au fur et à mesure. On a plusieurs courriers dans les archives de la Bibliothèque nationale de la SNCF, enfin, en disant voilà, elles sont dans ce local-là, avec des frais de gardiennage, puis aller chercher. C'est bien, sur la majeure partie du terrain, les conditions climatiques étaient respectées. En Sibérie, on est pas mal, c'est sec et tout. Oui, alors l'avantage, c'est que quand on a... Alors ça, c'est la petite chose, on va dire, la petite anecdote. On a des descriptions de ce qu'ils trouvent sur place. Le sol d'Asie centrale, c'est composé principalement de leuce. Donc le leuce, c'est une terre argileuse très saline, et ça fait un peu une boue très dense. Donc beaucoup de manuscrits, ils sont ramenés en briques. Ça, donc on a un millefeuille de boue et de manuscrits séchés. Donc pas ceux des grottes, ceux qui sont peut-être dans des Ouais, fouilles archéologiques. tous ceux des fouilles sont ramenés. Oui. Oui. Sont ramenés dans ces conditions-là. Donc, comme les sites ont été endommagés, parfois on a des choses qui sont partiellement calcinées. À cette époque-là, ils ne se rendaient pas trop compte, les chercheurs, en fait, de ce qu'ils faisaient. Et donc, ils décrivent comment ils essayent d'ouvrir les manuscrits. Et encore une fois sur 10, je suis gentille, ça finit en miettes. Alors, il y a aussi cette chose que décrit... alors, les archéologues, on va dire archéologues, c'est des chercheurs allemands. Ils étaient deux. Il y avait Albert Grünwedel et Albert von Lecoq. Et Albert von Lecoq décrit, à son grand désarroi, la perte de manuscrits qu'on a eu, puisqu'il discutait, je pense, par l'intermédiaire d'un traducteur, avec un paysan, en disant, est-ce que vous... Parce qu'eux, ils cherchaient des manuscrits. Enfin, vraiment, il y avait cette volonté d'avoir de l'écrit sur les civilisations qui avaient disparu. Et donc, il demande à un paysan, est-ce que vous savez où est-ce qu'on peut trouver des manuscrits? Et le paysan qui lui répond, oui, moi j'en ai vu un magnifique, orné avec des dorures et tout ça. Et il est où? Ah non, mais en fait, c'est contre ma religion, donc je l'ai jeté. Donc il y a aussi cette chose que les populations locales, ces lieux étaient connus, ces lieux étaient fouillés, les pierres pouvaient être réutilisées, et quand on avait un texte potentiellement qui allait contre la religion pour lui, c'était normal de le détruire. Donc il y a eu aussi une perte de... T'imagines le regard de l'explorateur de l'or. Il n'y a pas trop... Oui, plus rien. Enluminé et parti. Ce témoignage a quand même cette importance immense de dire que si j'ai une région avec des textes enluminés à l'or, j'ai une région qui était riche. Certainement. Donc j'avais des gens pour financer ce genre de travaux. Mais oui, c'est perdu à vie. Ils l'achetaient dans la rivière et pouf. Oui, c'est des civilisations, il faut garder en tête, qu'on ne pourra jamais vraiment comprendre. Quoi. On essaye justement de sauver aujourd'hui un maximum, j'imagine que... Donc, alors, les recherches aujourd'hui donc, sur les manuscrits, toi, tu travailles dessus. Donc, ils sont conservés où en France maintenant? Donc, ils sont tous à la Bibliothèque nationale. De France, d'accord. De Toi, France. tu interviens en tant que prestataire externe sur ces collections? Alors, maintenant, c'est terminé. Si je réinterviens éventuellement, ce serait pour le chantier de restauration, s'ils arrivent à le mettre en place. Donc, Pelliot ramène le fonds en France. Pelliot, il ramène le fonds en France. Il y a un travail titanesque, parce qu'il ramène des documents, il faut trouver des gens qui sont aptes à les lire pour pouvoir faire un catalogage, pour pouvoir les stocker, les ranger. Il faut savoir que la Bibliothèque nationale, à ces moments-là, ils sont obligés d'acquérir un bâtiment rue Vivienne, rien que pour stocker ce fonds. Que le conservateur, on sent dans des notes de désespoir infini, où il dit « Alors, une caisse ouverte en bas de l'escalier à gauche, 3 manuscrits sur le bureau à droite, l'évier est plein. » Enfin, je crois qu'il était au bout de sa vie, sans compter que... Alors, on a maintenant, la Bibliothèque nationale, c'est sécurisé, on ne sort pas. Paul Pelliot, il avait les clés
du lieu de stockage, 1910. Donc il faut évidemment les déchiffrer. Pour les déchiffrer, il faut les manipuler. Pas les manipuler, il faut les restaurer. Donc la Bibliothèque nationale réussit à négocier avec l'État un budget supplémentaire pour des travaux de restauration. Les travaux de restauration, ils sont répartis entre plusieurs acteurs. Et donc là, moi, j'ai commencé un travail sur l'histoire de la restauration du fonds parce que franchement, c'est super chouette. Une partie par l'atelier central, parce que la Bibliothèque nationale avait un atelier de restauration par département. Le département des manuscrits ne pouvait pas absorber la totalité du travail, donc il y a le département des manuscrits un peu, l'atelier central, qui maintenant est à Tolbiac. Et puis, on a des petites mains qui travaillent. Donc, on a une femme d'un chercheur qui est amie de Paul Pelliot, qui est en charge, elle, c'était une enseignante, une étudiante de Sylvain Lévy. Sylvain Lévy, qui est un grand indianiste, qui lisait certaines langues anciennes comme le sogdien, amie de Paul Pelliot également, donc tout ce petit monde, il se connaît bien. Et elle, alors, honnêtement, j'ai retrouvé quelques informations sur elle. Pourquoi elle, je ne sais pas. Il y avait aussi cette idée que les femmes, elles sont soigneuses, elles sont précautionneuses. Donc, une femme va pouvoir faire ce travail de restauration et pas le chercheur. Elle étudiait ces langues-là, mais je veux dire, elle n'avait pas de compétences particulières, d'après ce que j'ai vu, pour restaurer. Bon, toujours est-il qu'elle se fait payer quand même pour ces travaux-là. Et elle, ce qu'elle fait, donc elle a tous les millefeuilles de manuscrits qu'elle sépare les uns des autres, qu'elle époussette, plus que dépoussiérer, comme elle peut, et qu'elle met entre plaques de verre. Et là, c'est intéressant parce qu'on se dit, ce travail, il a laissé quoi comme trace ? En fait, tous ces manuscrits, ils étaient apprêtés, c'est-à-dire qu'on avait une très grosse couche de colle d'amidon avec du gypse dedans pour donner une couleur blanche, apprêté recto verso avant d'être poli. Avant d'être poli. Donc là, on a, par rapport à ce que tu expliquais en technique, c'est-à-dire il y a en plus quand même une couche volontairement très lumineuse. Oui, parce que ça donne au papier une couleur très blanche. Je pense qu'elle était recherchée également. C'est plus par goût esthétique cette fois que... Enfin, c'est pas dans tous les papiers. Alors, le fait est que ces papiers, ils vont avoir les mêmes propriétés que les papiers tibéto-népalais. Ils sont grossiers avec de l'écorce, avec des amas de fibres. Mais on cache un peu. Voilà. Il y a un moment, il y a un pragmatisme qui doit s'installer. C'est-à-dire que comment ils ont appris à faire du papier, on ne sait pas. C'est-à-dire que le papier, ça arrive en Chine à peu près au 2e millénaire avant notre ère. On sait que les Chinois, ils en font et que la technologie, elle va voyager avec les populations. Ce qui est certain, c'est que pour ces régions-là, la nécessité d'un support de l'écrit signifie un écrit. L'écrit, il arrive avec le bouddhisme au 1er millénaire de notre ère. C'est-à-dire qu'on n'a aucun texte antérieur au bouddhisme, mais ne serait-ce que sur un autre matériau que du papier. Effectivement, le bouddhisme impose un écrit pour la traduction des textes en langue locale. L'écrit suppose qu'il soit créé pour la langue. Donc, on va avoir ce qui est utilisé, c'est la brahmi. Donc, la brahmi, qui est une écriture indienne ancienne, pour traduire l'oralité de la langue tokarienne. Ensuite, on va avoir le matériau principal qui est utilisé, c'est l'écorce de bouleau, puisque en fait, des bouleaux, il y en a plein dans la région, donc on prend ce qui est local. Et à un moment, on ne sait pas pourquoi, ça switch, ça passe au papier. Il faut savoir que cette région, les Chinois, ils ont un œil dessus depuis un certain temps, qu'il y a des échanges. Pourquoi ils ont un œil dessus ? C'est pas tellement l'envie d'envahir, c'est on a des ennemis dans la région, donc on va se faire des amis pour qu'ils combattent les ennemis à notre place, parce que c'est loin, parce que c'est dangereux, ça coûte cher. Vraiment, l'idée au départ, c'était ça. Comme ça marchait pas toujours, au bout d'un moment, ils s'implantent sur place. Mais l'idée était vraiment là. À partir du moment où on a des Chinois, on se dit que potentiellement, on a du papier. Donc, le matériau est connu, pas utilisé. Quand il est utilisé, il y a, je crois, 1500 km entre le centre de la Chine et Kucha. L'importer, ça coûterait juste une fortune. Pourquoi ? On n'a pas de route. Tout se fait par caravane. Qui dit caravane, dit voyageurs plus ou moins isolés, dit potentiellement danger de se faire piller, sans compter que ces régions-là, il y a toujours une oasis qui est en guerre avec une autre ou avec un peuple, donc c'est jamais super sécurisant, ni sécurisé. Donc on a un coût énorme pour faire venir un matériau, économiquement parlant, c'est pas rentable. Donc il faut qu'on le fasse nous-mêmes. C'est là où on a cette espèce de vide, on ne sait pas comment ils ont appris à faire du papier. En soi, le papier, si on regarde, c'est pas quelque chose de très compliqué, surtout qu'on a 90% des papiers qui sont fabriqués avec des textiles recyclés.
ce qui est aussi très pratique. Région semi-désertique, trouver des plantes fraîches, c'est plus difficile que de récolter Comme en plus, c'est des zones qui sont très commerciales, on a beaucoup de passages de personnes, on récolte les habits, tous les denrées, elles sont accrochées avec des cordes, donc on récupère les cordages usagés. Le matériau est à disposition est très pratique, est vraiment facilement disponible. On va fabriquer du papier. On aime quand même bien le papier chinois, il est beau, il est blanc, il est lisse. On n'arrive pas. Qu'à cela ne tienne, pragmatisme avant tout, on va mettre un gros amas de colle, on va mettre du blanc dedans pour que ça fasse joli, on va polir très fortement, on a une face lisse, on a une surface lisse et blanche, c'est ce qu'on voulait. C'est un beau résumé de l'histoire du papier à peu près dans toutes les civilisations. Oui, mais c'est ça. On le blanchit par tous les moyens possibles. Et c'est là où on voit, les textes religieux sont ultra polis, avec un après blanc. On a quelques exceptions, mais principalement un après blanc avec une écriture noire, forcément, ça rend vachement bien. Les brouillons, parce qu'on a tout ce qui est les listes des inventaires de stockage et autres. Ça, ils s'enquiquinent pas. Le papier, il est tout cracra. De toute façon, ils écrivent au pinceau, parce que l'outil diffère, le support de l'écrit diffère, et ça marche très bien comme ça. Et donc, c'est vrai que du coup, ces papiers, quand il a fallu les séparer séparer les feuilles les unes des autres parce qu'il y avait de la boue, on a des morceaux d'après qui se sont arrachés. Donc ça, on voit qu'il y a des arrachages, des manques en fait d'après de ci, de là. Et puis des fois, on a un après d'un autre manuscrit par-dessus une feuille. Oui. Sur une feuille auquel il n'appartient pas. Oui. Sur un autre... oui. Ça reste accroché. Donc ça, c'est quand elle a eu quelques accidents comme ça. Quand il y avait des amas de boue qui cachaient des lettres, elle a d'abord essayé de faire passer une petite éponge dessus pour humidifier. Sauf qu'on se souvient que... C'est un après à l'amidon soluble à l'eau. Ça glisse. Au-delà de ça, pas sur ces documents-là, en fait, comme on a un après épais à l'amidon, en fait, si je mets de l'eau, je dissous ma colle. Bien sûr. Et ce qui fait que petit à petit, elle a vu qu'elle enlevait le texte en même temps. Aucune crainte à avoir. Avec le système que nous avons créé, rien n'atteindra ce tableau à part un cataclysme qui ravagerait toute la galerie. Donc après, c'est dit qu'elle allait gratter. Et donc, on a effectivement ces textes de grattage. C'est là où on va de la macroscopie, donc on va observer certaines traces et on va réussir à identifier par le travail de recherche en archives. Parce que comment j'ai retrouvé... Alors ça, c'est pareil, c'est-à-dire que quand je posais des questions, on a des espèces de trucs, de récits qui étaient racontés de bouche de conservateur à oreille de conservateur, et ça fait 80 ans que ça se dit comme ça, mais personne n'a jamais rien vu. Et quand on demande aux restaurateurs de l'époque, ils disent « Oh là là, mais il n'y a rien dessus, aucune documentation ». En fait, comme tu le disais, c'est un problème de temps. Ça m'a pris un temps très important. Et encore, il faut remercier la responsable du service des archives de la Bibliothèque nationale, où je lui ai écrit désespérée, mais je trouve où mes infos? Et donc, elle m'a sorti les cotes. Mais on a des boîtes et des boîtes de notes internes avec des informations qui sont notées. Et ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est que notre chère femme de chercheur a voulu se faire payer à la fin de son travail, et que la Bibliothèque nationale, le conservateur a changé. Le nouveau, elle a dit « non, je suis au courant de rien, je ne paye pas ». Enfer et damnation. Toujours la même histoire. Voilà, et donc ce qui fait que c'est le chercheur qui a contacté son ami Paul Pelliot, qui a dit si, mais c'est moi qui l'ai mandaté, on a eu l'accord, et donc elle a fait une facture où elle a décrit ce qu'elle a fait, et comme ça on a pu retrouver, il était possible d'identifier quels actes elle avait fait, et de faire un lien entre ce qu'elle a fait et ce qui a été, ce qu'on peut voir. Et alors ensuite, elle a séparé, elle a mis entre plaques de verre. Oui. C'est ce qu'il fait pour les papyrus aussi. Donc c'est un papier assez fin, je suppose, ou c'était juste pour reconstituer un puzzle? En fait ça non, la plaque de verre, elle servait pour pas le manipuler. Pas le toucher, ouais. D'accord. Méthode. Alors après, il y a une progression, évolution des techniques. Qu'advient-il du coup de ces plaques de verre? Elle met une partie sous plaque de verre, le reste est fait en plaque de verre également par l'atelier central de la Bibliothèque nationale. Tout se passe très bien jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. En fait, cette Seconde Guerre mondiale. Responsable de beaucoup de choses. Ah là là. Toutes les collections sont déménagées dans l'attente, dans la crainte en fait de bombardement, et les collections donc le fonds Pelliot ne fait pas exception.
c'est mis dans des caisses. Donc j'ai retrouvé les carnets avec les caisses, savoir quel lieu, dans quel château ils sont envoyés et autres. Donc ils restent comme ça pendant 5 ans jusqu'à la libération. Parce qu'on rappelle que À l'abri. les grands musées nationaux et bibliothèques Oui. nationales ont transvasé par prévention surtout effectivement leur collection. On sait qu'il y a des tableaux de maître qui sont trouvés sous des lits dans des châteaux, etc. Voilà, en région où c'était un petit peu plus à l'abri Des bombardements. Et quand les collections sont revenues, ils se sont aperçus que de nombreux verres avaient été brisés. Que le verre, alors le verre, outre le fait que ça casse, c'est vrai que c'est encombrant, c'est lourd. Donc je pense qu'il y a à ce moment-là, la conservatrice de l'époque, donc Thérèse Kleindins, elle commence à chercher un autre matériau pour pouvoir remplacer ces plaques de verre. L'objectif étant d'avoir un matériau transparent, plus léger et sécurisant en fait, pour toujours éviter d'avoir un contact direct sur les manuscrits, de ne pas les toucher. Et là, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte que, comme je le disais, les collections d'Asie centrale, il y en avait en France, mais en Allemagne et en Angleterre. Et les communications n'ont jamais cessé. C'est-à-dire que comme ils se sont retrouvés avec des collections avec des problématiques de conservation similaires, ils échangeaient, ils écrivaient pour savoir, un tel il fait comme ça, toi tu fais comment, quel est le traitement le plus approprié, de manière... Et ce qui fait que sur les traitements, on a pendant 40-50 ans les mêmes traitements dans les 3 institutions qui sont... Bon, ma thèse elle est en ligne, mais juste si vous voulez regarder les photos, où en fait je mets des photos de manuscrits conservés dans les 3 institutions. On les partagera justement. Et merci, et c'est amusant parce qu'on voit la même chose. Le même matériau, le même procédé, c'est assez Alors, sympathique. quel procédé du coup Thérèse Kleindins, elle écrit à la British Library qui lui parle du diacétate de cellulose. Il lui dit c'est formidable, c'est super sécurisant, il n'y a pas de problème de conservation, allez-y. Elle consulte quand même un rapport, il y avait un laboratoire dédié à la conservation du papier qui rendait des rapports annuels et qui effectivement, pour conserver les papiers d'archives, conseille le diacétate de cellulose et le Kraft. Bref, comme méthode de conditionnement. Ça donne un peu une idée des croyances de l'époque. Donc elle se dit, le diacétate de cellulose, c'est pratique, c'est en feuille. On peut choisir le format, on le découpe comme on veut. C'est une feuille plastique cellulosique, c'est ça Ouais. en gros C'est assez épais, donc ça permet d'être assez rigide quand même pour pas que ça soit trop souple. Donc ça maintient bien le manuscrit. Comme ce qu'on utilise pour les anciens dessins animés sur lesquels on dessine. Oui, c'est le même matériau. Dans un matériau plastique Oui. semi-naturel. Enfin, si, c'est naturel. C'est à mais base de cellulose, voilà, un début de processus chimique pour obtenir une plastification. Oui. Ils dissolvent la cellulose dans un mélange d'acide citrique, non, d'acide acétique et d'acide sulfurique. Oui. C'est les anciens plastiques. Oui. Et pour que les feuilles elles puissent être transformées en... le processus puisse être industrialisé, donc avoir un film assez long, ils rajoutent 2 types de plastifiants, donc des phtalates et des phosphates. Donc, et alors parfois il y avait aussi des produits ignifuges et tout ça, enfin ils pouvaient rajouter différentes choses. Oui, parce que c'est inflammable sinon. Donc Oui. ignifuge, on connaît les bobines de cinéma qui flambent, donc ignifuge parce que la collection de manuscrits. Oui. Et donc, il y a eu plusieurs procédés d'encapsulation. C'est-à-dire que ce matériau a été beaucoup utilisé jusque dans les années 70 par toutes les bibliothèques quasiment, enfin des États-Unis en passant par l'Europe, par l'Inde, enfin vraiment partout pour les documents, principalement les journaux. Et ils faisaient de la lamination. Donc ils avaient une machine qui faisait une presse à chaud pour dissoudre, si je puis dire, rendre plus malléable le diacétate de cellulose et que le document soit emprisonné. Ouf, la Bibliothèque nationale n'a pas fait ça, ils les ont encapsulés. Donc l'encapsulation, ça consiste à prendre 2 feuilles de diacétate de cellulose. Le manuscrit, on va le maintenir avec des petites bandelettes de papier japonais ou de papier, je pense qu'ils utilisent du papier cristal, qui vont coller sur une surface de la feuille. Et ensuite, on pose l'autre feuille par-dessus et on referme avec des bandes, d'après ce que j'ai lu, des bandes adhésives pour chevaux à l'époque. Donc ça commence en 1947, la première encapsulation. Oui. Je sais que ça fait sourire, mais il faut toujours garder à l'esprit, après Seconde Guerre mondiale, la France était en ticket de rationnement, la Bibliothèque nationale aussi, et j'ai retrouvé en fait des bons de ticket de rationnement, des bons matières. Donc ils avaient quand même beaucoup de difficultés à s'approvisionner, mais ne serait-ce que pour même la colle ou les tissus, enfin vraiment tout était très compliqué. Donc même quand on regarde les livres de comptes, on voit qu'il y a pléthore de fournisseurs parce qu'ils essayaient de trouver là où il y avait la matière, où il y avait et puis à bon prix, etc. Disponible à un prix problématique. raisonnable. Bien sûr.
Donc, le premier procédé a été mis en place par un mycologue parce que ces collections, enfin pas la collection Pelliot, mais beaucoup de collections nationales étant conservées dans des conditions climatiques favorables au développement de moisissures, par prévention, ils mettaient en place des procédés pour décontaminer en faisant des chambres avec du formol. À savoir que le diacétate de cellulose est très sensible au milieu acide et que ça a tendance à faire réagir rapidement les procédés de dégradation. Donc effectivement, je pense que ça n'a pas aidé, mais chaque document devait être mis pendant 6 heures en chambre de décontamination dans du formol. On se rend compte qu'au bout de 2-3 mois, le responsable du service, il a dit on va pas pouvoir... il avait pris 2 stagiaires non rémunérés pour faire ce travail, à savoir que Paul Pelliot a ramené plus de 10 000 manuscrits d'Asie centrale. C'était un travail titanesque, c'était impossible à réaliser. Donc, ils ont très vite arrêté l'option formol, d'autant plus que les collections ne nécessitaient pas de décontamination. Les dernières commandes de diacétate de cellulose, c'était les années 70. Une quinzaine d'années après, la conservatrice de l'époque, en traversant les magasins, trouve que ça sent très fortement le vinaigre parce que le diacétate de cellulose, son procédé de dégradation, il a un nom qui s'appelle le syndrome du vinaigre. Pourquoi ? Parce que l'acide acétique, c'est du vinaigre et que quand il se dégrade, les plastifiants vont laisser s'évaporer l'acide acétique. Donc, il y a une odeur de vinaigre très forte qui va émaner du plastique et donc des manuscrits par la même occasion. Et donc, quand elle ouvre les boîtes, en fait, donc on a ces feuilles de diacétate de cellulose qui sont très gondolées, qui sentent le vinaigre, et on a des liquides qui exsudent de ces feuilles. Donc ces liquides, c'est effectivement de l'acide acétique, mais aussi les plastifiants qui vont soit être sous forme liquide, ça c'est les phtalates, soit sous forme cristalline, les phosphates. Le papier étant un matériau poreux, le papier absorbe tout ça. Ça leur a pris des années 80 jusqu'à la fin des années 90 pour tout démonter. Chaque document était placé dans des pochettes buvards, pochettes de conservation, de manière à absorber un maximum les matériaux de dégradation qui exsudaient jusqu'à ce que on n'observe plus rien. On se dit là, il n'y a plus rien qui exsude, c'est bon. On met ça dans des pochettes et un projet éventuel d'analyse avait été prévu par la conservatrice pour essayer d'identifier cette problématique et savoir quels éléments et quels sont ces produits de dégradation, de les identifier chimiquement parlant. Ça n'a jamais été réalisé. Et elle est partie en retraite peu après. Donc, je pense qu'il y a un moment où c'est comme tout dans les grosses institutions, ça se perd. Et quand moi, donc, j'ai commencé ma thèse, 25 années plus tard, les problématiques, c'était qu'on avait des stalagmites de cristaux qui poussent à la surface des manuscrits. On a des documents qui exsudent une substance jaune et collante. Donc, quand on ouvre la pochette, le manuscrit reste collé à la pochette. Donc, en sachant que, comme je le disais, c'est des documents qui sont apprêtés, on peut effectivement enlever du texte. Et donc, c'est vrai que quand moi, j'ai vu ça, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ? Donc là, c'est le conservateur qui me dit, écoutez, ça a été conservé dans du diacétate de cellulose. Oui, mais qu'est-ce que c'est ? Et comment ? Il me dit, ça a été mis, mais on ne sait pas trop pourquoi. Donc, effectivement, l'intérêt aussi de reprendre cette histoire de la restauration et de prendre le temps, c'est, alors oui, il y a l'histoire de quel produit, de pouvoir identifier chimiquement ce qui a été utilisé, mais aussi de comprendre tout ce processus de décision, cette espèce de, alors je dirais pas de désarroi, mais à un moment on essaye de trouver des renseignements parce que ce soit la conservatrice, mais aussi le responsable de l'atelier, ils ont à cœur de conserver ces collections. Enfin, ça se ressent dans les textes, dans les lettres qu'ils envoient, qu'il y a vraiment un recul. Et d'ailleurs, Thérèse Kleindins, elle l'écrit dans une note où elle se dit quand même c'est des matériaux plastiques, on ne connaît pas trop. Elle a un doute, quoi, mais on n'a pas mieux à ce moment-là. On n'a pas mieux. Et puis, quand elle écrit la British Library, c'est pas le conservateur qui lui répond, c'est le responsable du laboratoire de la British. C'est un scientifique. Donc, il a cette valeur, c'est un chimiste qui connaît. Rassure. Oui. C'est ce qui a été fait également donc, dans les 2 autres collections. Alors, très amusant. La British, non, ils ont tout remis sous verre. Remis Oui. Mais ils ont commencé le processus d'encapsulation et ils sont revenus. Pas du tout. En fait, ils ont tout mis sous verre. Et c'est ça qui est très amusant. C'est-à-dire qu'ils lui disent oui, allez-y, c'est bon, mais ils mettent tout sous verre. Encore un idée. Et en Allemagne, ils ont gardé. Parce qu'en Allemagne aussi, ils ont déménagé les collections dans des grottes plus tard, du coup, quand ils ont été bombardés à leur tour. Et ils ont tout remis sous verre également. La British, dans les années 90, ils ont remplacé le verre par du mylar. Il y a une étude que je dois trouver parce qu'elle n'a pas été publiée, parce qu'il y a des cristallisations du mylar. C'est ce que j'allais dire, c'est très intéressant que tu parles de ça.
Aujourd'hui, on utilise des matériaux, mais on est exactement face au même risque que nos prédécesseurs il y a 50 ans, où parfois ça prête à sourire ce qu'ils ont pu faire en disant mais quand même. Non, c'est juste que peut-être qu'on a prolongé et encore la durée de vie de certains matériaux aujourd'hui, mais il n'empêche que tout matériau est voué à se dégrader. Oui. Et que ça nous prend aussi au nez que nos matériaux. Voilà. Donc le mylar, effectivement, qui est une feuille, en gros pareil, un genre de plastique, transparent aujourd'hui, qui se dégrade tardivement, mais qui va se dégrader et qu'on utilise en conservation, restauration aussi. Ouais. Oui, et alors ils ont eu un petit... Le mylar, pour moi, je trouve que c'est inapproprié pour ces collections qui sont apprêtées, puisqu'on a un apprêt qui désormais est friable, voire pulvérulent sur certaines parties. Le mylar, c'est électrostatique. Donc, comme le texte, il est sur l'apprêt, j'enlève l'apprêt, j'enlève le texte. Ça va poudrer et se coller sur le plastique. Donc, j'ai forcément... Et puis, quand bien même les parties qui tiennent, dans quelle mesure elles tiennent, elles vont pouvoir tenir, en fait, sur le document et pas finir sur le mylar. Et oui, effectivement, ils ont découvert, ils ont eu des... Parce que ces documents-là, donc le LEUS, c'est une terre saline qui est acide. Dans quelle mesure le mylar a pu absorber. Alors, d'après les analyses qu'ils ont fait, cette cristallisation ne remet pas en cause, ne crée pas d'acidité ou d'environnement néfaste à la conservation du papier. Mais du coup, lire le document derrière la cristallisation du mylar devient vraiment un petit peu compliqué. Oui, j'imagine. Donc, il y a une réaction avec le mylar. Oui. Aussi, c'est ça qui provoque la dégradation du mylar. Alors, il faut que je lise le rapport complet, mais en tout cas, ils s'attendaient pas à ce que le mylar cristallise. Parce que parfois, c'est dans l'autre sens que ça se passe. Effectivement, le matériau est peut-être plutôt stable de manière générale, mais il y a toujours le cas particulier qui fait qu'il va être inadéquat, comme tu dis. Et pour le fait que ça soit électrostatique, et pour le fait qu'a priori, il soit dégradé. C'est-à-dire que quand ils ont... là, tous les documents maintenant, il reste quelques documents sous diacétate de cellulose. D'accord. Il faut presque les garder comme expérience. Mais c'est pas du papier, c'est que de l'écorce de bouleau. Je pense qu'ils se sont dit c'est plus sûr parce que l'écorce de bouleau elle est résistante en fait à l'acidité beaucoup plus que le papier. La problématique c'est qu'effectivement l'écorce de bouleau c'est un matériau qui est très friable et fragile et que quand le diacétate de cellulose se dégrade il gondole. Et j'ai fait une comparaison entre ce manuscrit dans les années 50, j'ai trouvé une photo et comment il est maintenant. Tu as un puzzle dans l'enveloppe, quoi. À terme, c'est ce qui attend la collection, en fait. Et là, en fait, il y avait une réunion qui a été organisée avec une jeune femme qui travaille au laboratoire de la Bibliothèque nationale, qui était avant à Bussy-Saint-Georges, pour lui dire, voilà, je vais vous présenter les dégradations qu'il y a. Je sais par quoi elles ont été produites, mais je ne sais plus ce qu'on a en présence. C'est-à-dire que alors, à savoir que moi, la chimie, c'est pas mon fort, et que je m'endormais pendant les cours de conservation du plastique. Donc, il a fallu que je reprenne tout mon courage à deux mains pour faire ces recherches-là. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde en plus. Toi, tu t'y es trouvé. Oui, on est confronté. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que le procédé de dégradation du diacétate de cellulose va entraîner de l'acide acétique et production de phtalate et de phosphate. Mais comme ils sont toujours en présence l'un dans l'autre, il y a des composés organiques volatiles qui se dégradent, donc des composés phosphoriques, qui vont entraîner une mutation de ces produits de dégradation, ce qui fait que ce qui est en présence actuellement, on ne sait pas ce que c'est. Et donc, ce que j'expliquais, c'est que le conservateur il me dit qu'on peut faire quelque chose. Je lui dis, pour savoir un traitement de restauration, si c'est possible et envisageable, il faut déjà savoir ce qu'on a. Et une fois qu'on sait ce qu'on a, savoir si c'est soluble, et savoir si c'est soluble, comment. Parce que toute la mise en œuvre, comme je disais, on a des papiers à prêter, solubles dans l'eau, donc il y a hors de question de faire des bains. Oui. Donc dans quelle mesure je peux retirer pour améliorer ? L'avantage de ces collections, c'est que le Tocquérien, je pense qu'ils sont 4 dans le monde à le lire, donc c'est très peu consulté. Il n'y a pas une urgence, disons, mais il y a quand même une urgence de dégradation. C'est une chance et c'est une malchance. C'est une chance parce que ça évite la consultation et donc ça évite de le dégrader plus. C'est une malchance parce que comme c'est pas consulté, c'est au 3e sous-sol. Il n'y a pas les financements pour oui, puis on s'en occupe pas. Ouais. Je veux dire, la collection Foucault, moi quand j'allais à la Bibliothèque nationale, tous les jours des gens demandaient à consulter le fonds Foucault. Donc il faut qu'on l'entretienne. Bien sûr. Donc tout ça, c'est le sujet de ta thèse. Il y a une recherche aussi future dans ta thèse ou... Alors la recherche future, en fait, c'était ça. C'est-à-dire que le conservateur, lui, ce qu'il me disait quand j'ai terminé ma thèse, c'est qu'il veut essayer de trouver des financements pour pouvoir mettre en place ce chantier-là.
Vu les conditions actuelles, je pense que c'est mal parti. Et comme m'a dit une collègue, elle m'a dit « Oh là là, mais ils te recontacteront dans 10 ans !» Je dis « Oui, ok, il faudra que je me remette dedans. » C'est vrai qu'il n'y a pas d'enjeu forcément immédiat parce qu'en plus, Non. on parle de civilisation disparue. Oui. Souvent, c'est la géopolitique qui fait bouger les choses Oui. par rapport à une collection et son histoire. Donc toi, tu as fait, si je me souviens bien, tu as fait un bac littéraire, une licence d'histoire de l'art, et tu as décidé de te reconvertir en fait assez tardivement en conservation-restauration, c'est bien ça? Oui, donc en fait, oui, j'ai fait un bac littéraire en 99, ça me rajeunit pas. J'ai suivi par une première année, parce qu'à mon époque, la licence, c'était le DUG. Donc j'ai fait une première année d'histoire de l'art à Paris 1, et dans ces cours-là, on avait des cours de méthodologie qui étaient... un cours de méthodologie, entre autres, qui était animé par un enseignant en restauration. Et c'était assez amusant parce qu'il parlait de ses élèves restaurateurs et ça fait tilt en fait dans ma tête. On me dit « Ah mais c'est le métier que je voudrais faire !» Et quand j'ai commencé à faire des recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait un concours, qu'il y avait des maths, de la physique, de la chimie. Mais je me suis dit « Mais c'est honnêtement, j'ai pris une 3e langue en première pour avoir que 1 heure de maths par semaine. J'en étais là. Je préfère apprendre l'italien que d'avoir 3 heures de maths. Enfin, c'était un traumatisme. J'exagère presque, mais non. C'était compliqué en maths. Et puis les enseignants, je ne sais pas s'ils sont pas forcément plus bienveillants maintenant, mais les miens n'étaient pas du tout bienveillants. Donc, ce qui enfonçait bien le fait de dire que j'étais incapable de gérer ça. Donc j'ai fait d'autres études, surtout qu'il y avait des maths, j'ai fait du marketing. Dans le marketing, il y a des questions de calcul de prix, enfin c'était une aberration, bref. J'ai fait d'autres études, donc j'ai fait un BTS marketing et une licence langues étrangères appliquées anglais-allemand. J'ai bossé pendant plus de 10 ans dans les assurances et au bout d'un moment, je me suis dit que j'allais dans le mur en fait. Et voilà, il y a eu ce besoin de se reconvertir, donc on se reconvertit plus difficilement à 32 ans qu'à 20, mais voilà, il faut s'organiser, mais c'est jouable. C'est chouette. Est-ce que tu te souviens si cette idée de la conservation-restauration te trottait dans la tête pendant ta carrière, ta première carrière? Oui, c'est revenu 1 ou 2 fois, mais pas quelque chose de sérieux. De persistant. De persistant. Et c'est vraiment quand, en fait, au bout d'une dizaine d'années, j'ai senti qu'il fallait que je change de façon de métier et d'entreprise. Et il y a un moment, la logique fait que je me dis, quitte à se reconvertir, autant faire quelque chose qui plaise, parce que si pour retomber dans le même schéma, ça n'a pas d'intérêt. Trouver cette passion à laquelle tu avais pensé qu'elle avait pas mal de temps plus tôt, finalement. Oui, alors après, c'est que ça, comme je disais, entre le moment où j'ai eu l'idée, l'envie, le besoin, et où ça s'est concrétisé, il a fallu 2 ans pour déjà prendre des cours de dessin, préparer je me dis pas là, il faut quand même préparer le concours un peu sérieusement, reprendre des cours de maths, sympathique, et puis de chercher des financements. Et donc finalement, tu es entrée à la Sorbonne, c'est ça? Ouais, d'accord. Donc je suis repassée par une L1 Histoire de l'art, parce que c'est pareil, les dissertations, les commentaires de texte, c'est des choses qu'on oublie quand on travaille, mais complètement. Et repasser le concours. Et je me suis dit, dans le pire des cas, si j'ai pas le concours, je vais faire une L3 et puis j'essaie de trouver un concours administratif en lien avec le patrimoine, on va bidouiller. Quel conseil tu donnerais à un étudiant qui a envie de suivre aujourd'hui cette carrière de conservation-restauration? Tu lui dirais quoi? Étudiant ou pas d'ailleurs, quelqu'un qui se reconvertit. Carrément. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais? C'est passionnant. Par contre, l'idée de la dilettante à l'université, on peut l'oublier très très rapidement. Il y a énormément de travail. Mais si on aime ça, c'est très très enrichissant. Le grand public a cette image de la restauration, la grande œuvre d'art. Alors oui, je suppose, moi après, je pense que ça s'est ressenti, je suis hyper sur l'archive, sur les archives, sur l'histoire du texte, sur l'histoire d'une œuvre, une histoire matérielle en fait. Et conserver l'histoire, conserver le texte, conserver l'écrit, ce que ça dit, ce que ça nous apprend en fait sur comment on va traiter un document par rapport à un autre. Je trouve ça vraiment passionnant. Donc il y a une réalité très concrète qui est là aussi, c'est-à-dire qu'il faut oublier l'aspect fantasmé qu'on va avoir du métier avec un travail qui parfois aussi peut être répétitif. Là, je parlais de mon 3,50 m de lacunes à combler. Je ne vais pas être en émerveillement sur 3,50 m de lacunes. Je sais qu'au bout d'un moment, pause café, parce que sinon, je brûle tout, on n'en parle plus. Mais voilà, il y a aussi un côté répétitif. Et que oui, si on va avoir... moi, ces documents tibétains, ils sont super marrants. Il y en a, quand je les humidifie, ça sent les épices. Donc, je sais que c'était conservé à côté de la cuisine ou un truc comme ça. Et je trouve ça rigolo.
Mais oui, il y a un côté où on va avoir une œuvre avec une cinquantaine de crottes de mouches à retirer. Il y a un côté pratique aussi du métier quotidien qui moi, j'aime énormément ce métier. Mais voilà, c'est comme partout, il faut aussi garder l'esprit que c'est pas toujours drôle et qu'il y a beaucoup de boulot. Enfin, les études, c'est énormément Je d'investissement. pense que c'est un retour qui est tout aussi valide pour quelqu'un qui démarre vraiment un étudiant, un jeune qui sort du lycée, que pour quelqu'un en reconversion. Parce qu'effectivement, on arrive un petit peu idéaliste quand on est jeune. Et parfois, d'ailleurs, je trouve, on n'est pas assez concret dès le départ, ce qui est normal, ça vient avec l'expérience. Et à l'inverse, peut-être quelqu'un en reconversion est désillusionné et au moins aura cette ardeur et cette endurance finalement et appréciera aussi, comme tu dis, les petites joies au milieu des galères que tu as déjà bien vécu avant finalement, donc tu peux en tirer que du positif. Pour conclure cet épisode, est-ce que tu pourrais me dire à quand remonte ton plus lointain souvenir qui a pu te mettre sur cette voie-là de carrière, ton rapport à l'art, une expérience, une Madeleine de Proust? C'est hyper drôle. Je sais que c'est une émission, je pense qu'il n'y a que moi qui m'en souviens. J'étais petite quand je regardais ça à la télé. Ils avaient créé un truc conceptuel pour les gamins. Je suis née dans les années 80, donc ils testaient beaucoup de trucs sur le cerveau des gosses. Donc... Meilleures années. Et en fait, ils mettaient des opéras et avec un espèce de dessin animé en images de synthèse, sans dialogue ni rien. Et je me rappelle en fait, mon rapport à l'art, c'était le duo des fleurs, mais de l'Acmé. Donc maintenant, j'ai vraiment un rapport très spécial à ça. Et il y avait des fleurs qui poussaient, etc. Et c'est vraiment cette dimension-là de créer un sens entre le son et entre ce qu'on voit. Il n'y avait pas l'odeur et ça c'est dommage. Mais une synesthésie. Ouais, qui m'a vraiment marqué. Et j'étais scotchée devant mon écran, en fait, devant ces émissions. Voilà, chaque semaine, il y avait un opéra différent avec des images comme ça, plus ou moins réalistes, c'est-à-dire plus ou moins figurées. Ça m'a vraiment touchée, ce truc-là, en tant qu'enfant. C'est pas un grand musée, c'est une télé, mais il y a des trucs qui passent comme ça. La culture arrive par tous les moyens, de toute façon. Elle trouve son chemin. Exactement. Merci Émilie pour cet échange. Les épisodes sont maintenant disponibles sur Apple Podcasts, Spotify et Deezer, mais vous pouvez toujours nous écouter sur YouTube dans la version illustrée qui vous permet d'interagir directement dans les commentaires et poser vos questions aux invités. Je ferai remonter. Pensez à jeter un coup d'œil à la description où vous retrouverez des liens mentionnés dans l'épisode. Vous pouvez soutenir cette production gratuite de l'Opératorium sur Patreon afin de me permettre de créer toujours plus d'épisodes. Grâce à vous, j'ai pu acheter un deuxième micro et ainsi mettre en valeur les 2 voix, ce qui est une grande amélioration dans cette saison et pour ça je vous remercie infiniment. Un grand merci de votre écoute et on se retrouve lundi prochain dans un nouvel épisode.